Aujourd'hui, je reçois Michel Buyard pour son livre Tamari Tahiti. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, tu me disais que tu as quand même mis 2 ans pour écrire, mais 2 ans pour toute une vie de souvenirs, c'est pas beaucoup en fait. Non, c'est pas beaucoup. Mais disons que il y a bien sûr un travail qui est nécessaire pour se remémorer les bons souvenirs, parce que là, bon, il y a pratiquement, on peut considérer qu'il s'agit plutôt des bons souvenirs. Oui, c'est plutôt positif. Hein. Je pense que tu as gommé quelques épisodes. Bon, bien sûr, comme tout homme, nous avons chacun sa personnalité avec sa face cachée. Donc, évidemment que là, dans la mesure où je dresse le portrait de beaucoup d'amis, de mon entourage immédiat, de ma famille. Donc, j'ai préféré peindre d'une manière beaucoup plus positive. Voilà, c'est pas un ouvrage nombriliste où tu te dévoiles. Non, c'est pas du tout la politique. Voilà, c'est un peu le spectateur d'une époque. Voilà, le spectateur d'une époque qui est sans doute nostalgique. Hein, et donc, j'aborde un peu toutes ces questions avec passion, mais avec beaucoup de nostalgie, dans la mesure où on évoque par la force des choses la présence de personnalités aujourd'hui disparues. Donc mon entourage, mes grands-parents, mes parents, sauf que ma mère est encore vivante, elle vit à Nice, donc elle a lu mon livre, elle a commencé, je l'ai appelée et elle a commencé à lire mon livre. J'ai hâte d'avoir ses commentaires. Oui, parce qu'elle, ça doit lui faire quelque chose aussi. Bon, elle connaît ton parcours, ta vie, puisque tu as eu une enfance quand même assez exceptionnelle, puisque c'est à l'âge de raison, comme tu dis, que tu t'es aperçu que tes parents, les parents qui t'ont élevé n'étaient pas tes parents biologiques. Comme beaucoup de Polynésiens, on a été famou. Donc dans le sens polynésien du terme, j'ai été pour ma part recueilli par la cousine germaine de ma maman, dans la mesure où elle était trop jeune pour pouvoir assumer mes besoins les plus élémentaires. Donc elle a préféré me confier, tout en gardant bien sûr des contacts avec moi. Mais tu savais que c'était ta maman ou tu l'as appris plus tard? Je l'ai appris plus tard. Hein. À quel âge? Ça je ne pourrais pas le dire. Hein. Oui, en fait, dans ces cas-là, les enfants sentent des choses. Et oui, pour moi, c'était ma maman, mais par la suite, évidemment, j'ai découvert que mon père n'était pas mon père, ma mère n'était pas ma mère. Oui, comme la chanson, comme tu dis, ton père n'est pas de ton père, mais ton père ne le sait pas. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de références musicales aussi. Et évidemment, comme tout bon Polynésien, on a eu un parcours de jeunesse, comme pas émaillé, mais avec beaucoup de musique. À l'époque, il s'agit, lorsque j'étais au Tuamotu, on écoutait beaucoup Loma et Mila. Petite enfance, tu l'as passé au Tuamotu ou à Papeete ou alors un peu partout, hein, à Pire 1, à Paofaei, à Punaawia, mais aussi au Tuamotu, dans la mesure où mon père était marin. Donc il était propriétaire d'une petite... Il y a des histoires de bateaux absolument fantastiques là. Voilà. Il y a surtout, c'est un peu le côté nostalgique, parce que moi j'ai le souvenir très, très présent des goélettes qui existaient dans le port de Papeete. L'odeur de mazout bien sûr, avec un peu de copra, des tiare Tahiti, etc. Donc c'était un peu le parfum qui caractérisait les odeurs de Papeete. Alors bien sûr je ne vous parle pas des magasins chinois de l'époque, où il y avait aussi d'autres odeurs. Oui, on va pas s'étendre là-dessus. De toute manière, on est à la radio, donc ça va, c'est bon. Voilà. Il n'y a pas d'odeur. Donc, une partie de mon enfance au Tuamotu. À chaque échouage, donc, il y en a eu 2, un en 1955 et un en 1956. Donc, mon père m'a amené avec lui. Le temps qu'il répare le bateau, mais je vous assure que ça dure très très longtemps. Hein. Je pense qu'on peut estimer la période de réparation entre 6 à 8 mois. Carrément. Ouais, donc on vivait, la première fois c'était à Mania, toujours à Rongirois, sur un banc de sable. Alors tu n'allais pas à l'école? Non, mais j'avais... Ça doit faire rêver quelques enfants. Là, ça fait rêver, mais quand la mer monte, ça fait pas du tout rêver. Voilà. En plus, c'était loin du village ou comment? C'était très loin du village. Du village, c'était à l'autre bout de Rongirois. Oui, donc c'est immense. Ouais, c'est immense, et Rongirois est immense. Donc ici, on est à la merci du mauvais temps.
Et donc mes parents étaient constamment à l'écoute de Radio Tahiti à l'époque pour pouvoir savoir s'il y avait un avis de tempête. De cyclone voilà, exactement. Donc ensuite, le deuxième échouage était toujours à Rangiroa. Donc on était encore au secteur et là aussi, il a réparé son bateau avec ses charpentiers, c'est les ouvriers de l'époque. Mais les gars, ils venaient du village? Il y en avait qui étaient de Rangiroa même, et il y avait beaucoup aussi de Tahiti. Alors je ne sais pas combien ils étaient exactement, hein. Moi j'étais enfant, mais disons que là, je passe beaucoup de temps à décrire aussi l'environnement, ces poros avec les nageoires à fleur d'eau. C'est magnifique à la tombée de la nuit, et puis le matin aussi, c'était le même spectacle qui s'offrait à nous. Et donc on pouvait facilement attraper ces poissons-là, puisqu'elles étaient, lorsque la mer se retirait, le poisson était prisonnier de certaines cavités. Voilà. Donc voilà, beaucoup de pêche bien sûr, beaucoup de poissons, du poisson à ne plus vouloir en manger, quoi. Hein. Oui, c'est pour ça quand on dit les Paumotus mangent du poulet petit pois, poulet sauce tomate, etc. Mais eux, ils en ont marre de manger du poisson, donc ils préfèrent, quand c'est la fête, évidemment, de manger du poulet petit pois. Et tu étais le seul enfant? Oui, j'étais le seul enfant. De temps en temps, il y avait d'autres enfants qui venaient du village, donc ils restaient très peu de temps. Il y avait aussi Teina Mareura, qui est le fils d'un cousin germain de mon père, donc j'ai beaucoup fréquenté à l'époque. Et tu dis que c'était un rigolo? Ah oui, c'est toujours un rigolo, oui, d'ailleurs. Et ce qui est drôle dans ce livre, c'est que justement, on retrouve plein de figures actuelles. Oui. Et on a du mal à les imaginer maintenant, qui sont parfois des braves vengeurs. Des personnalités. Voilà, des personnalités avec plus ou moins de résonance. Et là, on les retrouve gamins. Oui. Oui. Et ados, certains aussi, quand vous avez fait un peu les 400 coups quand même. Beaucoup de 400 coups, beaucoup de... C'est 4000 coups là. Si on peut considérer, alors bon, c'était une petite île. Bien méchant, oui. On s'ennuyait ferme aussi, hein. On rêvait tous de partir d'ici. Certains disaient que c'était un trou. Alors évidemment, les Popas disent, mais on ne vous comprend pas, ici c'est le paradis. Mais nous, ce qu'on voulait, moi je rêvassais par exemple devant l'Oiseau des îles. C'était le cargo qui assurait la liaison entre Papeete, qui fournissait donc Makatea, et la liaison était relativement régulière. Et l'Oiseau des îles, il y a eu 2 modèles d'Oiseau des îles, un voilier, et ensuite Oiseau des îles, un cargo à moteur. Donc pour moi, ça a préfiguré un peu déjà le phénomène Popa. Parce qu'évidemment, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'immeubles. Et aujourd'hui, on est servi en immeuble. Donc ça pousse voilà. Donc, parce que la hauteur maximale, c'était les églises, en fait. Voilà, c'était pas très élevé. Et nous, on voulait absolument découvrir, que ce soit la France, les États-Unis, bien sûr, plus proches. Donc on était une bande de gamins avides de sensations fortes, évidemment, mais aussi de découvertes. Donc, quand je parle des gamins de Pire 1, il y avait par exemple Hirote Farere, Roland Oldham, qui sont des personnalités connues. Oui, qu'on en trouve maintenant. Voilà. Roland est à Mororo et Tato. Nous avons fait nos premières manifs antinucléaires ensemble. Moi, j'étais encore, je venais de finir j'étais encore étudiant. Donc, très contestataire aussi. Si on n'est pas contestataire quand on est étudiant, voilà, hein. Voilà. Moi, depuis, je le suis moins. Hein. Bah oui. Comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on prend la mesure de la réalité. Mais enfin, ne serait-ce que sur les essais nucléaires, il faut aussi... il faut marquer sa différence et puis se faire entendre. Voilà. Et alors, donc après, il y a un épisode aussi dans ton livre sur les musiciens, parce que la musique, ça tient une grande place dans ta vie aussi. Donc... voilà, je voulais absolument que les souvenirs restent d'abord pour les personnes de mon âge, ceux qui ont entre 50, 60 et plus,
Ceux-là ont bien connu l'hôtel Taoné. Ils ont bien connu le Royal Tahitien, établissement dans lequel Henriette Winkler chantait avec un petit orchestre Keina. Ensuite, il y a bien sûr le Pitaté. Pitaté qui se trouve à l'emplacement actuel en face du parking Jacques Chirac, qui a disparu aujourd'hui, donc qui doit faire l'objet de rénovation avec un programme important d'immeubles prévu dans le cadre des actions du gouvernement Floss. Donc ensuite, il y avait l'hôtel Tahiti, l'hôtel Matavai. À l'hôtel Maeva Beach, par exemple, il y avait le Café de Paris. Donc ça, c'était une boîte de nuit. C'était donc juste la période avant la période disco. C'était plus de la pop musique, avec Jimi Hendrix et tout. Mais il y avait quand même la foule. Tout le Il y monde, avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Toutes ces demoiselles sont devenues d'honorables dames maintenant. Donc, je ne vais pas vous citer les noms, hein, mais il y en avait. Donc, voilà, j'ai voulu décrire, pour expliquer également, bon, à mon niveau, hein, je ne suis pas un excellent musicien, mais j'aime bien gratter de la guitare, j'aime bien chanter. Oui, toujours. Mais il fallait expliquer cette évolution. Qu'il y a eu, bien sûr, une évolution de notre musique, parce qu'à l'époque, il y avait le Queens, c'est un peu ça, Parce que c'était la un naissance, peu compartimenté quand même. La naissance de la musique moderne, entre guillemets. Puisque le Queens, il y avait surtout Eddie Land et ses compositions. Il a beaucoup apporté à la musique polynésienne, avec des mélodies, des slow, des foxtrot slow, aussi avec du swing, donc avec cette patte d'Eddie Land, c'est ce qui a fait la réputation du Queens à l'époque. Ensuite, je parle également d'Yves Roche, qui a, je crois, à son actif plus de 600 compositions. Oui, carrément, quand même. Hein, vous savez, c'est impressionnant. Et il a fait beaucoup de succès. Hein. Ensuite, je décris l'ambiance qu'il y avait dans les boîtes de nuit de l'époque, surtout celle du Royal Pop Été, où mon ami Patrick Teichot, qui est un musicien soliste, était un musicien confirmé déjà. Il était tout jeune, donc il commençait à pointer le bout de son nez. Et à cette époque-là, les solistes qui commençaient vraiment à s'affirmer sur la scène, c'était Jean-Pierre Vincent, Patrick Teichot. Il s'inspirait beaucoup aussi de Charles Vernaudan, donc, qui est un frère d'Émile Vernaudan, mais qui, hélas, a disparu depuis. Donc Charles était un très très bon soliste et il chantait et puis il jouait avec les Savates Jaunes. Oui, les savates jaunes. Les savates jaunes, ce sont... C'était pas les chaussures noires, mais les savates jaunes. Il fallait trouver voilà, il fallait peut-être des noms qui ressemblaient un peu à ce qui se passait un peu en Europe. Tout en marquant la différence. Voilà. Et donc, eux s'appelaient les Savates jaunes. Ils s'appelaient les Guitar Brothers avant de s'appeler les Savates jaunes. Et au départ, donc, la formation était composée essentiellement des frères Vernaudan, avec Émile, Jerry, François comme chanteur, Jojo, chanteur, et puis Charles, bien sûr, en tant que guitariste soliste. À l'époque, il y avait des grandes fratries. Donc toujours, chacun avait sa spécificité ou chanteur. Alors, il y a beaucoup, évidemment, à l'époque, il y avait des familles de musiciens. Les Vernaudan sont des musiciens, les Cadusto sont des musiciens. Il y a cette fratrie Pomotu qui habitait du côté de Taunoa, à l'embouchure de la Taunoa. Ils s'appelaient, je crois, les Maoriori Boys. Ils étaient tout petits. Mais ça déménageait et puis ils chantaient bien avec plus des rythmes Pomotu. Hein. Il faut dire aussi que à cette époque-là, on ne comptait pas son temps. Music is money, c'est vrai, mais c'est le CEP qui a donné naissance un peu à cette floraison. La Bounty aussi, oui, mais c'était relativement limité. Hein.
la période Bounty a duré le temps du tournage. Mais bon, il y a eu un afflux d'argent aussi. Voilà, qu'on gagnait beaucoup en s'amusant en plus, oui, en faisant l'acteur ou le figurant. Voilà, moi j'étais figurant dans Les Révoltés de la Bounty. Et tu t'es revu là Non, on ne me voit pas. On faisait la foule. On faisait la foule, on était des enfants, donc et on nous donnait des instructions, donc il fallait courir. On voit d'abord d'ailleurs cette scène-là, où cette foule qui va à l'arrivée des Blancs qui arrivent sur la plage de... On faisait la plèbe d'Otaïti. Oui, mais comme tu disais, bon, à l'époque, le premier... Enfin, où on voyait que le langage des Tahitiens, des Polynésiens était un petit peu malheureusement, africaine aussi. C'était un peu le défaut du film. Mais enfin, ça nous a permis quand même, Les Révoltés de la Bounty a permis d'offrir une promotion exceptionnelle au pays, grâce à Marlon Brando, et évidemment aussi à Tarita, et puis tous les acteurs qu'il y avait. Je sais qu'on a eu la chance de jouer les figurants, ma soeur de lait, ma mère et moi, grâce par l'entremise de Hugh Griffith. Hugh Griffith, c'est un acteur américain d'origine galloise qui a tourné dans plusieurs films, dans Ben-Hur. Oui. Donc, c'était notre voisin. Et moi, j'étais chargé de ramasser leurs déchets, plus particulièrement des bouteilles de whisky, et qu'ils en faisaient une consommation astronomique. Donc, c'était déjà le tri sélectif. C'était déjà... voilà, et ça descendait. Hein. C'était impressionnant. Ils restaient enfermés dans la chambre, ils étaient 3, et puis ils s'amusaient bien. Alors, tu dis qu'à l'époque, tu n'as pas eu l'occasion de rencontrer Marlon Brando, mais... En revanche, tu l'as rencontré quand il a acheté Tetiaroa. Ouais. Et là, tu as pu le rencontrer. Bon, quand il est devenu, il n'était plus le beau gosse d'un tramway nommé Désir, mais oui. Il était déjà énorme. Il faisait le non, pas à cette époque-là. Il était enveloppé, mais je vous assure qu'il a un regard qui. Je ne suis pas une femme, hein, mais bon, j'imagine que la femme en face de Marlon Brando ta part féminine s'est sentie fondre. Ne tenait pas très longtemps. Hein. Non, c'est un acteur extraordinaire. Et puis, j'ai passé 4 heures d'entretien avec lui, puisque j'étais jeune ministre dans le gouvernement Flost déjà, à l'époque. Je pense que c'est dans les années 84-85. Et la femme de mon cousin était un peu gérée Tetiaroa à l'époque, et c'est comme ça que j'ai pu, et que Marlon a souhaité me rencontrer pour discuter bien sûr du gouvernement. Il était assez curieux de nature, hein. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir son implication, le souci qu'il avait d'assurer le développement de nos îles. Donc c'était quelqu'un de très ouvert. Voilà, mais après c'était un peu des confessions sur le divan, donc il demandait beaucoup de choses et puis. Oui, tu dis qu'à la limite il a été assez intrusif et que tu t'es livré à lui beaucoup plus que tu l'aurais désiré. Voilà, mais moi je découvrais, hein, parce que c'était la psychanalyse. Alors, pour terminer, puisque ton livre tu termines par là, tu as retrouvé un petit peu tes racines chinoises. Oui. Et donc tu as pu aller photographier. Voilà. Ouais, j'ai même un film où on me voit découvrir ce qui restait comme ruine de la maison familiale de mon grand-père. Donc j'ai tenu absolument à retrouver un peu mes origines. Bon. Oui, parce que ça a été une grande découverte, ça, de savoir que tu avais toute cette dynastie derrière toi, parmi tes ancêtres chinois. Ça, c'est pas là que vient la dynastie. Hein. C'était des gens de basse condition. C'était des petits paysans. Non, par contre, après, ils ont fait souche ici. Et tu as de la famille encore là-bas? Oui, je les ai rencontrés. Oui, c'est la famille Chang. Et puis, ils ont eu droit à des dédommagements de la part du gouvernement. Le gouvernement a acheté leur terrain. Et en compensation, ils ont reçu des dédommagements relativement importants dans la mesure où ils ont pu bâtir un immeuble. Alors je ne sais pas trop, est-ce que c'est la famille qui a pu bâtir ce bâtiment ou le gouvernement lui-même. Donc c'est un immeuble de 4 étages et ils logeaient au 4e étage. Ils étaient un peu méfiants au début, hein,
Mais ils se sont demandé ce que tu venais de leur demander. C'est un député qui vient vous voir, il est maire, il ne vient pas mendier une part du gâteau, pas du tout. Et puis c'est pas du tout dans ma nature. Moi, je suis plutôt à la recherche de mes origines, connaître un peu qui ils sont, etc. Mais écoute, Michel, je t'écouterai pendant des heures et je pense que les auditeurs aussi. Mais là, on va être obligé de conclure en disant achetez le livre. Merci beaucoup. Moi, je me suis régalée. Merci à Taoui FM. Vraiment, merci encore à toi de m'avoir accueilli. Il y a des photos en plus qui permettent de plonger encore plus pour ceux qui ne connaissent pas un peu. L'éditeur, c'est Patrick Schlouch. C'est Patrick Schlouch, oui. Ton ami. Mon ami Patrick. C'est lui qui t'a décidé ou... Non, j'ai décidé tout seul. Je pense que il fallait que je m'exprime. Voilà. Et donc tu l'as trouvé lui, c'est lui qui t'a proposé. Comme il est éditeur. Il est éditeur. Et la photo derrière? Ah, ça, c'est une photo prise à l'occasion d'un carnaval. C'est un peu un pied de nez, hein, tout à fait, à mon image de costume cravaté. Voilà, du député maire. Voilà, du député maire. Et peut-être aussi un petit rappel, une piqûre de rappel, dans la mesure où j'ai pu créer moi-même le carnaval à l'époque. Alors, on a dû le créer en 97. Ouais. Donc on a bien marché pendant 10 ans, mais c'était trop lourd. J'ai même défilé en oiseau de paradis. Michel, merci. Écoute, c'est un vrai plaisir ce livre et de te recevoir aussi. Merci encore.